Le 4 avril dernier, l'OTAN a fêté son 75e anniversaire. Ça fait donc 3/4 de siècle depuis que l'organisation du traité de l'Atlantique Nord est née dans le sillage de la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, 30 ans après la fin de la guerre froide, l'OTAN est à nouveau au cœur de l'attention. Poutine, le recruteur de l'année. La renaissance de l'OTAN, étroitement liée à la guerre en Ukraine. Alors, quoi de neuf avec l'OTAN ? Déjà, les États européens membres de l'Alliance sont en train d'augmenter leurs dépenses militaires. Ensuite, pas un, mais 2 nouveaux pays ont rejoint l'organisation. La Finlande en 2023 et la Suède en 2024. Et puis, finalement, on observe un renforcement des mesures de sécurité à la frontière orientale de l'Europe, surtout depuis l'invasion russe de l'Ukraine. Mais l'OTAN a quand même pas mal de défis à surmonter. Malgré ses 3 300 000 soldats et un budget annuel de 1,3 milliard de dollars, l'OTAN rencontre malgré tout des obstacles internes. La Hongrie est le dernier pays à s'opposer à l'adhésion de la Suède à l'OTAN. Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın. Ondan sonra biz de Finlandiya ile ilgili nasıl onun önünü açtıysak. When I look at Turkey, they now are fighting against those who fight with us, who fought with us, shoulder to shoulder against ISIS. And sometimes they work with ISIS forces. This is an issue, and this is a strategic issue. But 23 of the 28 member nations are still not paying what they should be paying and what they are supposed to be paying for their defense. This is not fair to the people and taxpayers of the United States. L'OTAN est vraiment empêtrée dans un mélange d'intérêts divergents, parfois contradictoires, qui souvent prennent le pas sur ses propres objectifs stratégiques et militaires. Et même si tout le monde parle du rapprochement entre le dirigeant hongrois Viktor Orban et Poutine et du chantage d'Erdogan concernant la Finlande et la Suède, ce qui inquiète vraiment l'OTAN, c'est un éventuel désengagement des États-Unis. On sait, ça paraît fou parce que ça l'est, mais attention de ne pas totalement écarter cette hypothèse, sinon on risque d'avoir quelques surprises. Sans les États-Unis, l'OTAN perdrait son statut de puissance militaire et financière. En 2023, les États-Unis représentaient 68% de toutes les dépenses militaires combinées de l'OTAN. C'est 10 fois plus que le deuxième budget le plus élevé, l'Allemagne. Donc, parler de l'OTAN sans les États-Unis, ça ne rime à rien. Pourtant, on a bien dit qu'il ne fallait pas exclure cette possibilité. Mais pourquoi ? Principalement à cause de ça. Trump était fermement opposé à maintenir des troupes en Corée du Sud. Encore une fois, tant que force de dissuasion ou à avoir des troupes au Japon également comme force de dissuasion. Il pensait que Poutine était un type OK et que Kim Jong-un était aussi un type OK, qu'on avait mis la Corée du Nord au pied du mur. Pour lui, c'était comme si nous provoquions ces gars-là. Si nous n'avions pas l'OTAN, alors Poutine ne ferait pas ces choses. John Kelly, chef de cabinet de la Maison-Blanche dans l'administration Trump. Wallah, c'était effrayant parce que nous ne savions pas ce qu'il allait faire jusqu'à la dernière minute. Et je veux dire, je pense qu'il a presque annoncé qu'il allait quitter l'OTAN, puis il s'est ravisé. John Bolton, conseiller à la sécurité nationale des États-Unis sous la présidence de Donald Trump. Bon, je vous rassure, John Bolton n'a pas vraiment dit voilà, mais j'ai pas trouvé de meilleure traduction pour honest to God. Bref, Bolton et Kelly connaissaient très bien Trump, ils l'ont côtoyé au quotidien, vu qu'ils occupaient des postes clés dans son administration. Après, pas forcément besoin de leur demander. Trump a lui-même été très clair et précis sur cette question. They asked me that question. One of the presidents of a big country stood up and said, "Well, sir, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us?" I said, "You didn't pay? You're delinquent?" He said, "Yes, let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You gotta pay. You gotta pay your bills." Et oui, ça fait longtemps que Washington demande aux pays européens d'investir beaucoup plus dans leur défense. Alors d'accord, la tendance est actuellement à la hausse, mais cette augmentation des dépenses est encore trop lente. Aujourd'hui, la plupart des États membres de l'Alliance n'atteignent pas l'objectif d'investir au moins 2% de leur PIB dans la défense. Mais de là à déclarer publiquement que vous encouragerez la Russie à attaquer vos alliés, surtout quand vous occupez la position de président des USA, la première puissance militaire et économique au monde, il y a quand même un gros problème de confiance qui se pose.
Surtout qu'à la fin de l'année, il y a les élections présidentielles états-uniennes qui se profilent. Pour notre bien-être à tous, on espère que Biden restera à la Maison-Blanche. Mais il se pourrait très bien que Trump finisse par l'emporter. Du coup, chez Diplo, on se pose quelques questions. Déjà, que se passerait-il si Trump mettait ses menaces à exécution et décidait de quitter l'OTAN, sans le parapluie nucléaire des États-Unis? L'Europe serait-elle réellement à la merci de Poutine? On t'explique tout dans cette vidéo. Mais d'abord, pense bien à t'abonner et à liker. Et si tu veux taper la discute, tu peux écrire un commentaire ou nous envoyer un DM sur Insta. Allez, on démarre. Le doux cauchemar. Pour beaucoup, une éventuelle sortie des États-Unis de l'OTAN sonnerait le glas de la sécurité de l'Europe. En revanche, d'autres y voient l'opportunité de créer une stratégie de défense européenne indépendante et souveraine. En passant, ça permettrait aussi de renforcer l'industrie européenne de l'armement, comme on t'en parle dans cette vidéo. Mais entre ces deux issues, laquelle est la plus probable? Pour répondre à cette question, nous devons d'abord savoir comment les États-Unis contribuent exactement à la défense européenne au sein de l'OTAN. En fait, la stratégie de l'OTAN a deux composantes, la dissuasion et la capacité de réponse en cas d'attaque. Commençons par le volet dissuasion. En Europe, la dissuasion est surtout assurée par les États-Unis, grâce à ce que l'on appelle le parapluie nucléaire. Avec un peu plus de 5000 ogives nucléaires, les États-Unis possèdent le deuxième plus grand arsenal d'armes nucléaires au monde, juste derrière la Russie. Pour bien se rendre compte à quel point c'est énorme, les deux autres pays membres de l'OTAN qui possèdent l'arme nucléaire, le Royaume-Uni et la France, totalisent à eux deux à peine plus de 500 ogives nucléaires. Alors, on pourrait être tenté de penser que 500 ogives nucléaires, c'est amplement suffisant pour mettre l'Europe à l'abri, que ça suffirait pour dissuader la Russie ou tout autre pays d'attaquer. Mais malheureusement, non. Pour une raison très simple. En fait, les doctrines nucléaires britanniques et françaises sont très encadrées. L'usage de l'arme nucléaire est réservé à des cas très spécifique. En gros, la France et le Royaume-Uni riposteront avec l'arme nucléaire uniquement si leur territoire national ou leurs intérêts vitaux sont attaqués. C'est le seul cas de figure qui prévoit l'utilisation de leur arsenal nucléaire. Donc, si la Russie attaque un pays allié, la France ou le Royaume-Uni ne peuvent rien faire d'un point de vue nucléaire. Alors, il y a quelques jours, le président français a défrayé la chronique avec une annonce choc lors de son discours à la Sorbonne. Union européenne, Emmanuel Macron propose de mutualiser la dissuasion nucléaire. En attendant, c'est juste une annonce et il reste encore pas mal d'étapes pour y parvenir. Donc, pour l'heure, le parapluie nucléaire des États-Unis est le seul à réellement protéger l'OTAN. Ah oui, parce que, à la différence des Britanniques et des Français, les USA, eux, ont mis leur arsenal nucléaire à disposition de l'OTAN. Il se trouve que les États-Unis ont réparti entre 100 et 150 bombes nucléaires B-61 améliorées dans 6 bases militaires en Europe. Des bases situées dans 5 pays, la Belgique, l'Allemagne, l'Italie, la Turquie et les Pays-Bas. Alors, petite précision importante, ces bombes nucléaires sont allouées à ces pays. Ça veut dire qu'en cas de conflit majeur, ils peuvent demander l'autorisation aux États-Unis pour s'en servir. Par exemple, l'Italie en possède 35, la Turquie 20 et les Pays-Bas environ 15. Ces pays qui ne sont pas des puissances nucléaires ont quand même des armes nucléaires états-uniennes. Grâce à ce système, certains pays européens sans armes nucléaires acquièrent une forme de protection nucléaire presque équivalente à celle d'une puissance nucléaire comme la France ou le Royaume-Uni. D'ailleurs, suite à l'invasion russe de l'Ukraine, l'OTAN a renforcé la capacité de ces pays à mener des frappes nucléaires si nécessaire. Armés de bombes nucléaires B-61-12, les chasseurs F-35A néerlandais se préparent pour des missions de frappe nucléaire. En mars 2024, le F-35, un chasseur bombardier US de 5e génération, est devenu le premier avion furtif polyvalent certifié pour le transport de bombes nucléaires B-61. C'est une avancée majeure pour les pays concernés. Maintenant, imaginez si les États-Unis se retiraient de l'OTAN, ou si l'Europe cessait de compter sur cette alliance pour sa défense et optait pour une armée européenne. Dans ce cas, plusieurs pays qui ont actuellement un statut de quasi-puissance nucléaire perdraient cette capacité de dissuasion. Et qui serait la grande gagnante d'une Europe avec une capacité de dissuasion réduite? Surtout la Russie. En résumé, une Europe privée du parapluie nucléaire états-unien serait beaucoup plus vulnérable sur le plan militaire et stratégique. Bien sûr, on pourrait envisager que ce parapluie nucléaire continue d'exister en dehors de l'OTAN, mais il serait probablement beaucoup plus limité en termes de bénéficiaires potentiels. Et ça ne concerne pas que la dissuasion nucléaire.
Les États-Unis fournissent également aux pays européens, via l'OTAN, un énorme soutien militaire. Des véhicules blindés, de l'artillerie, un soutien aérien et tout un tas d'autres équipements. On voit très clairement dans ce graphique que depuis l'annexion de la Crimée en 2014, les pays de l'OTAN, mis à part les États-Unis, ont augmenté les investissements dans leurs armements. Mais il y a encore un gros problème avec la maintenance et l'achat de nouveaux équipements. L'Espagne ne va pas envoyer les chars Léopard en Ukraine en raison de leur état absolument pitoyable. Portée disparue, 2/3 des équipements militaires de pointe de l'Allemagne inutilisables. L'armée française manque de munitions pour la haute intensité. Donc, pour régler ce problème, l'Europe doit encore plus investir dans sa défense. Sauf que c'est une proposition très impopulaire parmi les gouvernements ouest-européens, très attentifs à leur électorat. Et puis, si les USA décident effectivement de quitter l'OTAN, il faudrait massivement consolider les armées européennes pour compenser cette perte. À eux seuls, les États-Unis représentent plus d'1/3 des effectifs militaires de l'OTAN. En cas de conflit, leur participation est essentielle pour assurer la défense européenne. Et c'est pas fini. Les États-Unis disposent aussi des meilleures capacités de renseignement, de surveillance et de reconnaissance au sein de l'OTAN, qu'ils mettent régulièrement à contribution des pays alliés. On parle d'un vaste réseau d'informateurs et d'agents de renseignement, mais aussi de satellites et de drones de surveillance. Ce sont des équipements que l'Europe seule ne possède pas en nombre suffisant, ou dont les systèmes ne sont pas aussi technologiquement avancés que ceux des États-Unis. Clairement, si les USA quittent l'OTAN, l'Europe perdrait énormément, pas juste la protection nucléaire. Surtout que les États-Unis jouent aussi un rôle clé dans la cyberdéfense pour contrer les menaces de la guerre hybride, notamment de la part de pays très actifs dans le domaine des cyberattaques, comme la Russie et la Chine. Sans les États-Unis dans l'OTAN, ou alors s'ils décidaient de moins s'impliquer, l'Europe serait alors beaucoup plus exposée à ces cyberattaques. Et si l'on ajoute à tout ça l'influence diplomatique et stratégique que les États-Unis confèrent aux pays européens, l'adhésion des USA à l'OTAN, qu'ils ont cofondée, est cruciale. Leur sortie de l'alliance pourrait considérablement nuire à l'influence diplomatique de l'Europe. Pensez-y un instant. Si la Russie, par exemple, pense que l'Europe est plus faible parce que les États-Unis n'ont plus l'obligation de la protéger, face à n'importe quel différend politique ou économique, le levier de négociation des Européens sera nettement plus faible. Ceci dit, il y a toute une partie de la classe politique qui pense que si l'OTAN était dissoute ou reléguée au second plan, alors une armée européenne pourrait mieux servir nos intérêts. Mais qu'en est-il de l'autre côté de l'Atlantique? Washington pourrait-il réellement se débrouiller seul? Chapitre suivant. Dépendance ou intérêt mutuel? But I shall say it again and again and again. Your boys are not going to be sent into any foreign war. C'était le démocrate Franklin Delano Roosevelt, le 32e président des États-Unis, qui dirigea le pays entre 1933 et 1945. Cette déclaration qu'on vient d'entendre date de tout juste un an avant que le pays ne soit contraint de s'engager pleinement dans la Seconde Guerre mondiale. Trump n'a pas été le premier à déclarer des discours isolationnistes. Ça existe depuis des décennies sur la scène politique US. Mais la réalité finit toujours par nous rattraper. La question est, quel est réellement l'intérêt des États-Unis de faire partie de l'OTAN? Est-ce juste pour rendre service aux Européens en leur offrant leur protection? Eh bien, ici non plus, il n'y a pas de réponse simple. Il y a beaucoup de nuances et ça tombe bien, on va t'expliquer. Par exemple, la seule fois en 75 ans d'histoire de l'OTAN que la défense collective a été activée selon l'article 5 du traité, c'était pour défendre les États-Unis après les attentats terroristes du 11 septembre 2001. À cette occasion, plusieurs pays membres de l'OTAN, ainsi que d'autres alliés non membres de l'Alliance, ont déclaré la guerre au terrorisme. Un combat toujours actif aujourd'hui, bien que moins intense qu'à l'époque. Donc, la seule fois où l'OTAN a activé son article le plus important, c'était en réponse à une attaque sur le territoire US et non sur le sol européen. Mais en vrai, c'est anecdotique. La vérité, c'est que les États-Unis ont aussi d'autres intérêts dans la défense de l'Europe.
En fait, pour la majorité des citoyens US, presque la moitié des sondés estiment que leur pays devrait protéger l'Europe. Ce chiffre est assez bas, plus qu'on ne le voudrait, mais le soutien reste néanmoins assez important pour ne pas être ignoré. Une Europe sécurisée et stable présente plusieurs avantages directs pour les États-Unis. Déjà, il y a le volet économique. Environ 20% des exportations états-uniennes partent vers l'Europe, ce qui n'est pas du tout négligeable. Mais ce n'est pas le point le plus important. En fait, le leadership militaire des États-Unis dans l'OTAN signifie que Washington a son mot à dire dans les prises de décisions stratégiques en Europe. Or, ces décisions sont souvent conformes à leurs intérêts, que ce soit en matière de défense, de politique étrangère ou de commerce. On pense par exemple au conflit entre Washington et Beijing ou aux enjeux comme le terrorisme et la cybersécurité. Mais à part les aspects économiques et diplomatiques, les États-Unis y trouvent également leur compte sur le plan militaire. D'abord parce que leur présence en Europe leur permet de mieux contrôler les mouvements de la Russie. Ensuite parce qu'une grande partie des armes achetées par l'Europe le sont auprès de l'industrie de défense états-unienne. Ce n'est pas un hasard si les normes de standardisation de l'OTAN sont largement basées sur les systèmes d'armement vendus par les États-Unis. D'ailleurs, depuis l'invasion de l'Ukraine, 63% des dépenses européennes en armement vont directement dans les poches des industriels nord-américains. En d'autres termes, même si les pays européens ne consacrent pas autant qu'ils le devraient à leur défense, la majeure partie de leurs achats d'équipements profitent à l'industrie états-unienne. Le dernier point dont on parle trop rarement, mais qui mérite qu'on s'y attarde, c'est qu'une OTAN sans les USA ou qu'une Europe sans l'OTAN constitue un sérieux déficit sécuritaire. Bien sûr, l'Europe pourrait toujours conclure un accord de coopération militaire avec les États-Unis, mais il leur est impossible d'atteindre le même niveau de coordination et d'intégration que celui de l'OTAN. Les États-Unis ne se contentent pas de combler les lacunes des armées européennes. Ils leur fournissent également leur parapluie nucléaire, indispensable pour la dissuasion, en plus de renseignements et de l'influence. D'autre part, l'Europe offre aux États-Unis une base avancée, une position stratégique privilégiée pour contrer la Russie. Mais les États européens servent aussi les intérêts politiques, économiques et diplomatiques des États-Unis. Faut pas oublier que l'Europe est le plus gros client de l'industrie militaire US, surtout du fait des normes OTAN. Cette coopération est donc mutuellement bénéfique. La rupture de cette relation mettrait fin à l'entente stratégique entre le vieux continent et le nouveau monde du Nord. Et ceux qui en profiteraient, ce ne serait ni l'Europe ni l'Amérique du Nord, mais la Russie, la Chine et même l'Iran. Allez, maintenant, à ton tour. À ton avis, est-ce que l'Europe devrait laisser tomber l'OTAN et former une armée européenne? Les États-Unis vont-ils réellement quitter l'alliance du traité Atlantique Nord? Qu'est-ce qu'il adviendrait alors de la défense européenne? Laisse-nous ton avis dans les commentaires. On espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, abonne-toi, like et partage. Et nous, on te dit à très vite pour plein d'autres vidéos. Tchuss!